55 morts. Côté... Alors, il y a des Vénézuéliens, il y a certainement des Cubains aussi, puisque des Cubains entouraient la garde, disons, de Maduro. Alors, ces 55 morts, on va voir notamment les images avant-après de ce complexe de Fuerteventura où il se trouvait. Ça montre que c'est une opération, alors elle est chirurgicale d'un point de vue, mais c'est relatif. Il y a quand même eu une opération de force très forte. Bien sûr, alors ils ont détruit la totalité des capacités de défense aérienne du Venezuela. C'est-à-dire que tous les radars ont arrêté de fonctionner, tous les lanceurs potentiels et des systèmes très modernes qui ont été livrés par la Russie jusqu'en 2018. Alors on était en Ukraine, on considérait qu'effectivement la défense aérienne n'était pas à la hauteur, mais face aux États-Unis, effectivement, là ça a été complètement inutile. Sur la puissance d'intervention, c'est quand même fascinant. Dans le petit manuel des putschistes, on savait toujours qu'il fallait prendre la télévision, détruire quelques radars, détruire, etc. Et là, c'est un putsch, si on veut, mais un putsch venu de l'extérieur, et c'est cousu main. Le pays est aveugle aujourd'hui. Ils n'ont plus aucun radar opérationnel. Si demain les Américains veulent refaire un raid aérien, ils n'ont même plus besoin d'envoyer des bombardements. Et là, cette fois-ci, ce sera open bar. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir... pourquoi est-ce qu'il y a eu si peu de morts? Parce qu'en réalité, quand on dit 55 morts pour détruire la totalité de la défense aérienne du Venezuela, c'est pas tellement énorme. Il aurait pu y avoir des centaines de frappes sur des centaines de sites. Tous les dépôts de munitions, tous les radars, tous les systèmes de défense, tous les stocks de munitions, tous les hébergements des militaires, ils auraient pu réellement détruire des centaines de sites et tuer des milliers et des milliers de personnes. Ils ont fait le minimum syndical pour pouvoir garantir un assaut sans heurts. Et malheureusement, il y avait quelques dizaines de Vénézuéliens qui étaient dans la zone, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de faire plus. Je ne sais pas si on peut revoir les images en 3 dimensions où on voit comment a été constitué le complexe, l'opération de descente en hélicoptère. Expliquez-nous ce moment où, en hélicoptère, ils ont réussi à entrer à l'intérieur même de cette base. Alors, d'après les images qu'on a vues, il y a un assaut aéroporté avec des hélicoptères de très grosse taille qui s'appelle le CH-47 qui peut transporter jusqu'à une quarantaine de commandos équipés. Ils sont posés sur le toit, ils vont descendre en rappel, ils vont rentrer par les fenêtres en ayant une connaissance très très fine de quel endroit va se trouver quelle garde, alors qu'on est sur un environnement qui est très protégé. On a des miradors, on a des murs d'enceinte et tout ça se fait avec des descentes en rappel et des descentes directement par les toits. Ça a été tellement rapide que Maduro n'a même pas eu le temps de sortir de sa chambre pour aller se mettre dans sa chambre forte, qui est une sorte de... On va voir notre image. Vous voyez, effectivement, c'est des images générées par intelligence artificielle, où il est à l'entrée de sa panic room, comme on dit, et il est pris juste avant. En tout cas, c'est la version américaine. Américaine, mais il n'a pas le temps de fermer sa porte, que les Américains ont déjà réussi à l'intercepter. C'est-à-dire qu'on parle certainement d'une opération, c'était en moins de 5 minutes, mais des hélicoptères, ça fait du bruit. Enfin, le fait de se réveiller rapidement et de descendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un système d'alerte opérationnel. Comment on arrive à ce niveau de technicité? C'est-à-dire, si on suit la version officielle, 22 heures les bombardements, 22h01, les hélicoptères sont en action sur la base. 1 minute. Alors, c'est certainement que les bombardements sur les sites les plus proches de défense, certainement que les sites avancés qui sont entre la mer et la capitale ont été détruits depuis quelques minutes et certainement qu'ils étaient détruits au fur et à mesure que les hélicoptères avançaient. Et puis, ce qui permettait de rendre aveugle progressivement, mais ça veut dire qu'il y a quand même 10-15 minutes de survol du territoire vénézuélien et aucune alerte qui remonte au niveau présidentiel. Donc on peut imaginer aussi que les réseaux de communication ont arrêté de fonctionner, y compris certainement les téléphones. Et on peut se souvenir de ce qui s'était passé par exemple pendant la guerre à l'époque de la Serbie, où les Américains avaient utilisé des bombes au graphite qui avaient fait des sortes d'étincelles, des faux contacts dans les lignes électriques, et là certainement qu'ils ont utilisé des systèmes qui ont permis de désactiver un certain nombre d'équipements électroniques. Votre cœur saigne parce que vous êtes un vieux, si j'ose dire, un vieux gaulliste, souverainiste français. Tout ça doit vraiment vous mettre au 36e dessous. Mais moi, je suis partisan du fait que l'on respecte le droit international avec ceux qui le respectent. Et quand vous avez Maduro qui devrait même pas être à cette place et qui n'est plus reconnu comme président dans l'Union européenne parce qu'il y a son successeur qui a gagné les élections, qui a dû être exfiltré vers l'Espagne, quand vous avez la Russie qui viole le territoire ukrainien et que nous, on s'interdit de pouvoir prendre les avoirs, à un moment, il faut rétablir aussi une parité. Quand un pays ne respecte pas le droit international, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on devrait continuer à respecter les traités. Est-ce que c'est un défi aux Russes et aux Chinois? Écoutez, Exet, c'est le secrétaire à la guerre américain, et il se moque des Russes. Il dit, mais théoriquement, c'est votre allié. Vous auriez dû le protéger. Où étaient les systèmes russes? Il y a 3 nuits, dans le centre-ville de Caracas, au Venezuela, près de 200 de nos plus grands Américains se sont rendus dans le centre-ville de Caracas. Il semble que les défenses aériennes russes n'aient pas très bien fonctionné, n'est-ce pas?
dans le centre-ville de Caracas pour récupérer un individu recherché par la justice américaine sans une seule victime américaine. Est-ce que effectivement c'est un coup en partie contre les Russes ? Très clairement, et qui est aussi certainement permis par l'Ukraine. Je rappelle qu'en 2022, les Ukrainiens ont réussi à capturer une dizaine de radars russes de dernière génération, des systèmes Pantsir antiaériens, des boucs russes M3, la toute dernière génération. Tout ça, il y a une certitude, ça a été analysé. Il y a eu de la rétro-ingénierie qui a été réalisée et ça permet au système de brouillage américain, sans même détruire le radar, ils ont des avions spécialisés qui s'appellent le EA-18 Growler. C'est un avion qui va envoyer des ondes qui correspondent à l'onde, le retour de ce qu'attend le radar. Le radar russe, il envoie une onde, il va pas recevoir ce qu'il attend, il va être brouillé complètement par une onde qui lui ressemble. Et donc ça le rend totalement aveugle. Et donc il est très probable que effectivement les systèmes russes ne sont pas à la hauteur de ce qui était attendu. On le voit à chaque fois qu'ils sont mis en œuvre en Ukraine, en Russie, en Syrie et maintenant en Venezuela. Eh bien forcément, cette puissance américaine face aux Russes, elle s'est encore décuplée par la récupération des équipements et l'analyse des équipements qui ont été perdus en Russie. Les Chinois en partie les Russes en partie ridiculisés, les Chinois. Mais la réalité, c'est que Maduro essayait de donner des gages à deux pays, c'était la Russie et la Chine. Il espérait être protégé par ces deux pays. Et tout comme la Syrie, la Libye et demain l'Iran, eh bien, le Venezuela n'a pas été défendu par ses alliés. Et ça, au niveau international, c'est vrai que la Russie continue à perdre des positions. Et ça, évidemment, ça contribue à son affaiblissement. De ce point de vue-là, est-ce que ça confirme là, au fond, ce qui a été une vérité pendant toute la guerre froide, c'est que les meilleurs défenseurs du camp occidental, de fait, ça reste les États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis sont les seuls qui sont capables d'avoir une capacité internationale d'action totale, sans limite, parce qu'ils ont des moyens qui sont quasiment illimités. Contre la Russie, contre la Chine. Alors, si demain les États-Unis voulaient s'engager au profit de l'Ukraine contre la Russie, évidemment que la Russie ils le font quand même. Ils donnent beaucoup d'armes, beaucoup d'aide, beaucoup de renseignements. C'est quel est le pourcentage de ce qu'ils donnent par rapport à ce qu'ils auraient la potentialité de donner? Combien de centaines d'hélicoptères, de drones, d'avions de chasse et de chars ils pourraient donner chaque année à l'Ukraine? Ça ferait réellement la différence. Donc ils donnent juste le minimum possible pour que les Ukrainiens puissent tenir, pour fatiguer la Russie, mais jamais pour gagner. On est dans un moment de satisfaction de Trump. Alors il y a ce langage où il dit que le président colombien fasse gaffe à son cul. Enfin, on sent une espèce de jubilation un peu soldatesque de là où il est. Écoutez de quelle façon il dit, il revendique, et vous venez de dire qu'il a raison de le faire, la meilleure armée du monde. Les États-Unis ont prouvé une fois de plus que nous disposons de l'armée la plus puissante, la plus meurtrière, la plus sophistiquée et la plus redoutable de la planète Terre. Et de loin. Je le dis depuis longtemps, personne ne peut nous battre. Personne n'aurait pu faire cela. Personne n'a nos armes. Personne n'a la qualité de nos armes. C'est pas totalement exact. La qualité, on peut l'avoir, mais on n'a pas le volume, on n'a pas la quantité. Et on n'a pas des dizaines de bateaux porte-hélicoptères qu'on pourrait positionner au large de Caracas. Donc en termes de qualité, nos armes sont parfois meilleures que les armes américaines, y compris dans les avions de chasse, dans les hélicoptères, dans les bateaux, dans les missiles et dans la défense aérienne. Par contre, la réalité, c'est que leur masse est tellement importante, avec vraiment une technologie qui est très à la pointe, mais parfois à quelques pourcentages près, on les bat. Ils ont aussi la possibilité de déployer des centaines de milliers d'hommes. Et ça, effectivement, ils sont les seuls. Par contre, si demain, il fallait être face aux États-Unis, effectivement qu'on ne pourrait pas protéger le Groenland correctement. Mais par contre, est-ce qu'on leur ferait mal? La réponse est oui. 1000 fois oui. Aujourd'hui, on a des missiles qui portent plus loin que les leurs, on a des radars qui sont capables de détecter leurs avions furtifs. Vous croyez quoi, que des Européens vont tirer sur des troupes américaines? Ah, mais j'espère bien qu'on va affirmer notre souveraineté sur le Danemark à condition que les Danois et les Groenlandais le demandent. Et à ce moment-là, si on est présent sur place et que les Américains tentent de nous attaquer, il faut montrer qu'on est présent. Comment est-ce crédible? Les Danois, alors même que Trump les menaçait déjà, ont continué d'acheter des F-35. Donc ils ont léché les bottes des Américains, même sachant que les Américains les piétinaient. Donc quand on est à ce niveau-là de soumission, effectivement, c'est même plus un vrai État, quoi. Il y a une espèce de valtage qui est vraiment très très bas. Ben oui, effectivement, c'est une sorte de soumission, mais qui est assumée par les Danois. Et j'espère que tous ces pays, petit à petit, vont tourner le dos aux Américains en annulant les contrats qui peuvent encore être annulés juridiquement, sachant que les Américains, ça les embête pas de nous faire annuler des contrats avec l'Australie, nos sous-marins, etc. L'espionnage, la trahison, les Américains, ils le font depuis le début. Aujourd'hui, il faut se permettre de s'aligner sur les mauvaises pratiques américaines. Est-ce que c'est pas un double langage? Les Danois, le cas danois est intéressant. En fait, ils se sont comportés vraiment quasi en traître de l'Europe. Rappelez-vous, en 2021, ils ont aidé la NSA américaine à écouter
Merkel, Macron. Donc c'est vraiment un comportement de larbin, de traître en réalité. Donc quand on est à ce niveau-là, ça veut dire que tout le reste ne vaut pas beaucoup. Mais ce qui prouve bien que même en étant le plus vassalisé possible, on ne devient pas un ami des États-Unis, on devient un larbin que l'on peut utiliser, y compris jusqu'à avoir des menaces territoriales. Donc d'où l'importance d'aujourd'hui, ces pays qui ont fait cette erreur, s'ils pouvaient ouvrir les yeux, faire un constat, et bien quelquefois les Danois, le F-35, ils ne peuvent pas forcément l'annuler, mais par contre, ils annulent le contrat pour acheter de la défense aérienne franco-italienne. Est-ce que par l'absurde, ça ne donne pas raison aux Américains? Effectivement, en tant que personne vivant sur le sol européen, quand on voit ça, on se dit qu'on est plus en sécurité avec un Groenland qui serait entre les mains de l'agressivité américaine qu'entre les mains de gens qui sont capables de se coucher à ce point-là. Ben, le fait est que jusqu'à maintenant, ça a été le cas, mais maintenant, il faut que les autres pays européens s'alignent sur la position française qui est portée depuis le général de Gaulle, qui est de dire qu'il faut une réelle souveraineté européenne. Alors, au niveau national, c'est français si possible, européen si nécessaire, et on se coordonne réellement. Et oui, il faut annuler les contrats pour acheter des avions de patrouille maritime. Il dit qu'il faut, mais c'est les Danois. Vous allez leur dire quoi? Pourquoi ils ne suivent pas votre bon conseil? Les Portugais ont renoncé à acheter du F-35 et ils vont certainement, j'espère, acheter du Rafale. Les Espagnols ont annulé les contrats de F-35 qui devaient être passés. À l'instant, Emmanuel Macron, président de la République, dit n'imagine pas les Américains violer la souveraineté danoise. Alors, le statut du Groenland, c'est un statut de territoire associé à l'Union européenne, c'est un peu particulier, mais enfin, c'est quand même le Danemark. Écoutez de quelle façon Trump se moque effectivement de ce mélange de velléité et de faiblesse. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale et le Danemark n'est pas en mesure de l'assurer. Savez-vous ce que les Danois ont fait pour renforcer la sécurité au Groenland? Ils ont ajouté des chiens de traîneau. C'est la vérité. Et ils ont pensé que c'était une bonne idée. Quand il dit quels sont les moyens de Groenland, effectivement, entrons dans le détail parce que vous connaissez très bien la chose militaire. Il y a cette base très importante au Danemark, la base de Thule. Maintenant, ils l'ont rebaptisée dans le nom un peu inuit de Pituffik. Si les Américains sortent de leur base et plantent des drapeaux un peu ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose, mais effectivement, parce que simplement, on n'a pas de moyens sur place. Le Danemark a très très peu de moyens, aussi parce qu'encore une fois, c'est comme le Japon, les Américains ont interdit aux Japonais de développer une armée correcte. Donc aujourd'hui, nous, on est à peu près dans la même situation, sauf que c'est plus par la contrainte économique qui nous ont obligés à acheter leurs équipements. Donc aujourd'hui, il faut que les Danois, eux, se renforcent, ils continuent à faire des exercices. La France, tous les ans, fait des exercices au Groenland, il ne faut pas l'oublier, on a des hommes qui sont déployés là-bas. On a des troupes de montagne qui sont parmi les meilleures du monde et les plus expérimentées. On sait s'enterrer dans des trous, on sait tenir longtemps. On a des équipements qui permettraient de faire souffrir les Américains. Mais il faut être honnête, on n'a pas la possibilité de résister à un vrai choc militaire avec les États-Unis. Il ne faut pas se l'inventer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à assumer une présence, une puissance sur place. L'enjeu, il est très très considérable. C'est-à-dire qu'il y a effectivement tout le long de la côte russe, de la Fédération de Russie, des bases très importantes, des mouvements notamment de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins russes. Alors, les Russes n'ont plus d'autre choix aujourd'hui que de passer par le nord pour accéder à l'océan Atlantique. Donc forcément, il y a un axe qui allait de l'Islande, de l'Écosse et du Groenland, dans lesquels, historiquement, leurs avions, leurs sous-marins passaient. Et leurs sous-marins, on faisait des nuages, des barrages de bouées. Ça, c'était mon travail quand j'étais dans la Marine nationale. On lance des bouées, on écoute, et puis quand il y a une bouée sur laquelle on entend quelque chose, on va commencer à pister ce sous-marin. Et de cette manière-là, les sous-marins, ils étaient pistés d'abord par les Américains en Islande et au Groenland, puis ensuite par les Britanniques, puis ensuite les Français, puis ensuite les Espagnols, et on se passait comme ça les sous-marins soviétiques puis russes pour être capable de les suivre un petit peu partout. Et si aujourd'hui ça fonctionne bien, c'est effectivement parce qu'il y a une coopération avec les États-Unis. Mais les États-Unis n'ont jamais eu besoin de posséder le Groenland pour avoir des bases au Groenland et pour travailler de manière coordonnée. Eux vous répondent, mais on veut forer comme on veut, sans avoir les normes européennes, les machins, etc. Ils vous disent, on veut pouvoir aller aux minerais comme on veut. Et ils vous disent le minerai sera plus utile pour l'agressivité guerrière américaine que pour les Danois dont on vient de parler qui sont déjà vendus. Les Français, les Thales, nos radars ont besoin de nitrure de gallium. On pourrait très bien exploiter ça aussi. La question c'est est-ce que le Danemark et est-ce que les habitants du Groenland souhaitent qu'on exploite leur sol? La réponse est non, pour des raisons écologiques contre lesquelles je pense qu'il ne faut pas dire non de toute façon. Pour l'instant, parce qu'il y a un certain Jeff Landry qui est l'émissaire de Trump pour le Groenland. Lui a déjà son idée. Trump soutient un Groenland indépendant. Alors, vous voyez, c'est l'ami des Inuits ou des descendants des Inuits, prétendument. Nous n'avons pas besoin de nous emparer du Groenland par la force, nous l'obtiendrons par le commerce. En clair, ils vont signer des chèques et ils prétendent qu'ils peuvent signer des chèques colossaux pour quelques dizaines de milliers d'habitants du Groenland qui seront de fait en partie achetés. En tout cas, c'est leur projet. Si les habitants du Groenland sont corruptibles,
pourquoi pas, grand bien leur fasse. S'ils veulent se vendre aux plus offrants, qu'ils le fassent. Ça, c'est la liberté individuelle des habitants du Groenland. Mais si demain ils refusent, qu'ils veulent rester européens, qu'ils ne veulent pas brader leur sous-sol, qu'ils veulent pas perdre leur qualité de vie, qu'ils veulent pas que leur environnement soit massacré par la construction d'un environnement polluant industriel, eh bien ils ont aussi le choix, ils ont la possibilité de l'exprimer. Les dernières élections après que les premiers émissaires de Trump soient venus, le seul parti qui était favorable à l'annexion américaine, il a eu des scores tellement bas que c'est le seul qui n'est pas représenté dans l'Assemblée du Groenland. Alors je ne suis pas un spécialiste de la zone, mais ça a quand même une signification. Dans le destin des nations, on disait tout à l'heure, vous êtes un souverainiste. Oui. Tout ce qu'on voit là, est-ce que ça vous conforte dans l'idée en fait que la nation reste le vrai cadre? Bien sûr, et l'association des nations, c'est pour ça que bien avant la guerre en Ukraine, j'appelais à faire une sorte d'OTAN en se débarrassant des États-Unis qui ne soient pas associés à l'Union européenne, mais par exemple les Britanniques pourraient être associés à une sorte de défense ensemble. Je vous rappelle que théoriquement il y a ce truc qui s'appelle l'Union européenne, qui est déjà une association de nations, vous êtes au courant? Bien sûr, mais ça devrait fonctionner. L'Union européenne est devenue une forme administrative qui est très lourde, complexe et surtout qui exclut un certain nombre de pays. La Norvège, la Suisse, la Grande-Bretagne pourrait participer à une défense du continent européen en tant qu'ensemble géopolitique qui a une capacité de puissance. Pourquoi ça marche pas? La question, c'est la puissance. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on n'a pas de vocation à être puissant au niveau européen. On a un système dans lequel Qu'est-ce qui empêche? on dilue notre capacité de prendre une décision entre plein de pays qui doivent trouver le plus petit dénominateur commun. Aujourd'hui, allons-y franchement, la France, demain, si elle décide d'être présente en Ukraine et d'intercepter les missiles ukrainiens, avec qui même me suivent, eh bien ça, c'est exposer un leadership. Et les pays puissants tels que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, quand ils veulent, ils doivent pouvoir être capables de mettre en œuvre une politique de puissance. Et comme on n'a pas de politique de puissance... C'est remettre en cause l'Europe, ce que vous dites. Mais à quoi sert l'Europe si on fait des choses à la carte où on dit pour tel projet, allez, qui vient avec moi, pour tel autre, c'est plus l'Europe. L'Europe a aussi cette possibilité d'avoir l'euro pour seulement les pays qui veulent bien le faire. Donc il y a un certain nombre de pays qui peuvent... C'est un projet définitif, c'est pas à la carte au gré de l'actualité. Moi je pense qu'on peut réellement avoir une association de sécurité telle que l'OTAN est une association de sécurité qui se fait en dehors de l'Union européenne. Je pense réellement qu'on doit avoir cette perspective stratégique en se disant en 2040, nous aurons un ensemble européen de sécurité qui soit unique, ensemble et surtout souverain, sans dépendre des Américains. Nous n'avons besoin de rien qui viennent des États-Unis et on pourrait avoir aussi des flottes communes. Quand on fait aujourd'hui des avions radars en commun, quand on a une flotte d'avions de transport stratégique A400M en commun, quand on a des avions de bombardiers d'eau en commun, eh bien pourquoi est-ce qu'on n'étend pas aussi ça à certains autres besoins? Aujourd'hui, acheminons-nous vers une coopération avec Antonov, les gros avions ukrainiens, pour pouvoir faire de l'aviation stratégique de transport. Eh bien ça, c'est une vocation aussi de l'Union européenne, à mon avis, d'être capable d'arrimer l'Ukraine sur des projets industriels qui iront au-delà de ce cessez-le-feu pour pouvoir avoir une vraie Europe puissance. Les Russes, évidemment, sont là. Ils ont notamment retweeté l'image de Trump. Est-ce que vous pensez que pour la première fois, il y a un coin possiblement entre les Russes et eux? Alors, sur le sujet du Groenland, les Russes veulent absolument soutenir les revendications américaines sur le Groenland parce qu'ils pensent que de l'autre côté, il y aura une symétrie qui fera que les Américains constateront ou considéreront que c'est pas trop grave les pays baltes. Donc je pense que les deux peuvent se coordonner pour attaquer les pays baltes d'un côté, pour attaquer le Groenland de l'autre. Et il faut pas oublier la Chine avec Taïwan ou alors avec les îles Paracels, Spratlys, c'est-à-dire la mer de Chine méridionale. Parce que s'il y a un conflit qui est synchronisé par la Russie vers l'Europe et vers la Chine vers Taïwan, à ce moment-là, vers où ira la préférence américaine? Eh bien, les États-Unis iront aider leurs alliés à Taïwan. Et ça veut dire que toutes les pièces détachées pour les F-35, etc., n'iront plus vers l'Europe et iront vers le front asiatique. Et d'où cette menace d'avoir une triple prise en tenaille pour l'Europe. Est-ce qu'on assiste à une forme d'hubris américaine? Écoutez Donald Trump, il y a beaucoup de déclarations de Donald Trump ce soir. Alors il se moque tous azimuts. Alors il dit effectivement qu'il veut renverser les Cubains, renverser la Colombie. Peut-être, c'est le Jerusalem Post qui le dit, l'Iran serait le prochain sur la liste. Et il attaque notamment la France. Il ironise. Alors il y a eu un échange de bons procédés. Emmanuel Macron a été très indulgent à son égard et on voit que peut-être il y a en ce moment un retour d'ascenseur. Vous croyez qu'il y a une espèce d'accord de échange de bons procédés? La France a été indulgente et en retour elle attend des garanties sur Maduro. Il est très clair que nous ne pouvons pas nous permettre de nous fâcher avec les Américains puisque nous n'avons pas encore fait les efforts industriels pour remonter en puissance. Donc en attendant de pouvoir se débarrasser des Américains, il ne faut pas se mettre Trump à dos et sa personnalité fait qu'encore une fois c'est un jeu personnel et le président Macron doit faire des tweets pour dire oui c'est quand même pas mal, on va pouvoir pour faire comprendre qu'on est dans son sens. Encore faut-il tabler sur le fait que Trump effectivement soit reconnaissant. Vous savez que ça se discute toujours un peu. En réalité, est-ce qu'on est
colonisée déjà par les Américains. Oui, et il faut se dédollariser, il faut faire en sorte de pouvoir retirer l'extraterritorialité du dollar fait qu'aujourd'hui, on devrait arrêter d'utiliser le dollar. Quand je vois des sociétés comme Airbus, qui aujourd'hui utilisent les infrastructures américaines comme Google pour leurs emails, et heureusement, on est en train de comprendre qu'il faudrait peut-être s'en débarrasser après des années d'erreurs, nos administrations. Donc il faut être capable. Pour pouvoir être souverain, il faut se débarrasser de notre addiction au système américain. Ça veut dire qu'on paiera certainement plus cher pour des équipements qui seront moins bons, mais il y a un moment, il faut aussi faire des choix. Il y a comme ça quelques personnages, Reagan, Thatcher, à certaines époques, qui ont incarné une espèce d'autorité, de sûreté de soi occidentale. Est-ce que pour vous, c'est un moment qui peut revenir? Mais ils incarnaient aussi la puissance. En relations internationales, quand on parle de puissance, c'est la combinaison du potentiel et du passage à l'acte. Aujourd'hui, on a un potentiel incroyable, on a des cerveaux incroyables, on a des capacités militaires, mais on ne se permet pas de passer à l'acte. On ne se permet même pas d'avoir une vision stratégique ou une perspective de puissance. Et ça, aujourd'hui, effectivement, c'est une maladie. Il faut vraiment s'en débarrasser. La puissance américaine peut-elle s'allier à la puissance européenne? C'est votre vœu, évidemment.